Bonjour à tous. Bonjour Candice. Bonjour Isabelle. Bienvenue à la médiathèque André Malraux. Merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez rayonné hier sur la scène de Zinga Zanga en compagnie de la Lyre Biterroise. Je crois que mardi, vous étiez à l'Olympia. Tout à fait. Avec Postmodern Jukebox. Et vous serez bientôt avec les Folies Grusses à partir du 8 juillet jusqu'au 31 août. Ouais. Nous vous avons vu aux arènes de Béziers nous interpréter la chanson France que vous avez eu l'honneur de porter devant des millions de téléspectateurs, devant le président de la République le 14 juillet 2022. Vous avez une formation complète, un parcours formidable. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez toujours su que vous alliez faire ce métier, ou plutôt quand cette idée vous est venue, et puis quel a été votre parcours? Alors, non, j'ai pas toujours su. Donc en fait, pour la petite anecdote, sur quelque chose de très, au final, de nos jours, assez banal, mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. Et je me suis rendu compte que quand je chantais, ça me faisait du bien. Voilà, il y en a qui font du sport, il y en a qui mangent des pâtisseries, voilà, tout plein de choses. Et moi, ça me faisait beaucoup de bien. Et moi, j'ai suivi une formation dans une école américaine, parce que ma mère souhaitait qu'on soit bilingue en anglais. Et du coup, un jour, le professeur de musique nous demande de composer une chanson. Et en fait, j'avais mal écouté. Et en fait, il nous a juste demandé d'apporter une chanson. Et à l'époque, elle était avec mon beau-père qui était polyinstrumentiste à côté de son métier. Et on a composé une petite chanson. Et puis du coup, j'ai continué à chanter. Et à partir de l'âge de 11 ans, ma mère va à un mariage et puis elle rencontre une prof de gospel. Et elle me dit, est-ce que tu voudrais prendre des cours avec cette dame? Et donc j'ai commencé à prendre des cours de gospel à la base. Et 2 ans après, j'ai trouvé mon autre prof, qui est encore aujourd'hui ma prof, qui s'appelle Angie Cazobertias. Et depuis donc l'âge de 11 ans, je prends des cours de chant. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis par la suite, j'ai voulu prendre des cours de théâtre, des cours de danse. Donc j'ai suivi diverses formations, le cours Florent, le Studio Muller, la Franco-Américaine de théâtre. J'ai été dans diverses écoles de danse à Paris parce que c'était mon point faible. Et en l'occurrence, quand j'ai voulu intégrer la London School of Musical Theatre, qui est une formation en comédie musicale à Londres, mon niveau était un petit peu faible en danse, donc j'ai continué à me former. Et j'ai intégré cette école quand j'avais 22 ans, 21 ans je crois. Et c'était une formation sur 1 an pour des gens qui étaient déjà professionnels ou quand même très avancés. Et c'était une expérience incroyable parce que c'était sur 5 modules où je travaillais avec tout plein de professeurs différents, des metteurs en scène résidents à Londres de comédie musicale, etc. Et j'ai beaucoup appris. Et voilà pour mon parcours de formation. Voilà. Et c'est ensuite que vous avez intégré des comédies musicales? Oui, tout à fait. Alors c'était très drôle parce que donc j'habitais à Londres depuis 1 an et demi. À la sortie de ma formation, j'ai signé avec un agent là-bas. Sauf qu'on m'a appelée en France pour passer une audition pour la comédie musicale R. Je suis rentrée, j'ai été prise, donc du coup mon premier contrat était en France. Et s'en sont suivis d'autres contrats où là je suis revenue à Londres pour auditionner pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris pour la version anglaise en tournée en Asie, où j'ai joué Esmeralda pendant 6 mois. Ensuite j'ai joué Juliette dans la version française de Roméo et Juliette, pareil en Asie, encore pendant 6 mois. J'ai fait Le Magicien d'Oz, Holiday on Ice, la reprise des 10 commandements pour une petite partie. Voilà, tout plein de spectacles différents. Donc ouais, les comédies musicales se sont vraiment enchaînées derrière et c'est vrai que les comédies musicales sont très différentes des prestations en tant qu'artiste solo parce qu'on se retrouve vraiment avec une troupe de passionnés. On est tous là pour le même objectif et on partage de vrais moments de scène où on est tous unis au même moment. Il y a une vraie connexion qui est établie aussi bien sur scène que derrière, que avant, pendant, après. On est toujours encore en contact aujourd'hui avec tous ces projets. Voilà. Les comédies musicales, c'est un travail, quand vous faites des tournées, c'est quasiment tous les soirs. Alors en tournée, notamment sur des spectacles comme Notre-Dame ou Roméo, on joue 6 jours sur 7. Après, on a des doublures parce que ce sont des spectacles très vocaux et
moi, en termes de rôle principal, on est à 90% sur scène. Donc voilà, c'est pas comme avec les Grusses dont on parlera plus tard, qui sont des surhumains, où là on peut jouer jusqu'à tous les jours. Mais avec les comédies musicales, on essaie de faire un équilibre. Donc on a des doublures et en général, on fait à peu près 6 shows par semaine, ce qui est déjà pas mal. Les comédies musicales, mais aussi d'autres genres de musique. Je crois que vous faites du jazz. Oui, tout à fait. J'ai également fait une formation en jazz au CIM à Paris, qui est une école de jazz. Et comme je pense que vous allez en parler, en fait, moi j'ai commencé réellement le jazz en orchestre avec un groupe qui s'appelle le Rive Droite, Rive Gauche. Et alors j'adore ces personnes, je vous dis pourquoi, parce qu'en fait ce sont tous des retraités du jazz, en l'occurrence des retraités tout court, mais des retraités du jazz. Et je travaille avec eux depuis que j'ai 18 ans. Ils sont issus de la ville dont je suis originaire, qui est Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Et quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé sur un bateau de croisière qui a traversé les Caraïbes pendant 6 mois. Et il se trouve qu'ils sont venus en vacances sur ce bateau. Mais qu'en dis-tu ? Mais tu es bien de Croissy. Et donc on a commencé à discuter, ce serait bien que tu viennes chanter avec nous une fois. Et donc du coup voilà, on a commencé à collaborer et on travaille toujours ensemble. On a participé à plusieurs festivals de jazz. Pour ceux qui connaissent la ville de Megève, qui accueille un magnifique festival de jazz tous les ans. Alors malheureusement qui est très très différent maintenant, mais avant c'était avec des orchestres qui venaient d'Europe entière, où en fait les orchestres s'installaient un petit peu partout dans la ville. Il y avait une douzaine d'orchestres issus d'Allemagne, de France, de Suisse, etc. Et c'était un concours comme ça sur plusieurs jours. Et à la fin, si on était pris, on jouait donc dans les 4 derniers au Palais des Congrès de Megève. Et nous, on a eu 3 fois le prix du public. Et on est arrivé en finale une année. Et c'était une formidable expérience qui par la suite m'a donné envie de monter mon orchestre et puis d'autres formations. Donc j'ai monté le Paris Jazz Quintet. Et voilà, c'était le jazz est très enrichissant et apporte beaucoup pour tous les styles. Et je pars du principe que tous les styles de musique apportent à l'autre. En fait, c'est tout se complète. Donc, pour moi, c'est très important. Certains artistes choisissent de ne rester que dans un style précis, ce que je respecte et ce que je peux tout à fait comprendre. Pour moi, c'est très enrichissant d'aller aussi bien dans le jazz que dans la comédie musicale, que dans la pop, que dans le rock. Voilà, tout apporte une compréhension de la musique et un enrichissement vraiment notoire et important. Alors justement, vous parlez d'autres styles. Il y a de la country aussi. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment, vraiment un projet qui m'a énormément plu. J'ai monté aux côtés de Manuel Julvez un orchestre qui s'appelait The Ladies Country Angels, donc les anges de la country, de la dame, en fait, en français. Et c'était super parce qu'on a monté un orchestre, on était 7, avec 4 harmonies vocales, ce qui est dans le milieu de la country très habituel, mais c'est pas un style qui est propre réellement à la culture française. Donc c'est pas toujours évident de trouver des musiciens, des chanteurs qui sont adeptes de cette musique. Et on s'est vraiment trouvé. Moi j'écrivais les textes en anglais, Manuel composait. Et ensuite, on faisait tous les arrangements avec tout le groupe. Et on a fait vraiment de très belles scènes, dont la première partie de ZZ Top. Donc ça, c'était incroyable. Ils sont venus nous écouter, nous féliciter. On a fait des gros festivals de country en France. Et on avait beaucoup travaillé sur le projet. Puis malheureusement, ça a pris fin il y a quelques années. Voilà, mais il y a encore des choses en ligne. Mais c'était vraiment une très belle expérience parce que c'est un style, pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment à découvrir tout ce qui est country pop, country rock, il y a un côté très familial dans cette musique qui réunit, ça réunit d'ailleurs très souvent beaucoup de gens qui jouent en famille ou entre amis, et c'est beaucoup parti de là, c'est parti du blues d'abord, la country, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de gens qui se connaissent depuis qu'ils sont petits ou des groupes qui sont montés de par la famille. Donc n'hésitez pas à écouter des choses issues de la country si vous connaissez pas. On a toujours tous les grands standards qu'on connaît, mais ça vaut le coup d'être écouté. Voilà. Vous venez d'évoquer que vous aviez écrit pour country jazz. Vous écrivez ? Oui, j'écris. J'ai toujours. Alors très bizarrement, est-ce que c'est dû au fait que j'ai vraiment grandi dans un univers anglo-saxon, donc j'écris beaucoup plus facilement en anglais. Très bizarrement, je me sens plus légitime, ce qui est totalement idiot parce que je suis franco-française.
Mais oui, donc j'écris en anglais, puis plus récemment, je me suis mise à écrire en français. Je vais certainement coécrire avec l'un de mes auteurs. Mais bien sûr, ouais, j'écris. En 2017, la grande aventure The Voice. Oui, tout à fait. En 2017, on m'appelait depuis le lancement de cette émission que vous avez certainement regardée au moins peut-être la première année, parce que je sais qu'après ça peut devenir un petit peu, à défaut de lassant, répétitif. Et donc le directeur de casting s'appelle Bruno Berberes, que je connais depuis que j'ai 15 ans, m'appelait. Et puis une année, je me suis dit oui, pourquoi pas, parce que j'aimerais bien présenter un aspect plus pop de ma carrière, pas seulement l'aspect comédie musicale en l'occurrence, qui a bien sûr été mis en avant. Mais c'était une expérience très intéressante parce que je connaissais pas le côté télévisuel. Je l'avais vécu plutôt sur un autre projet dont vous allez certainement parler plus tard, notamment donc pour les sélections pour l'Eurovision. Mais notamment là, c'est très différent. C'est vrai qu'il y a une pression qui est très importante. Alors je vous révèle un petit secret. Quand vous voyez à la télé, on a l'impression que c'est un plateau gigantesque, mais alors quand on arrive, pas du tout, hein. Il fait juste 2-3 fois ça. Alors vraiment, en fait, c'est les angles des caméras, donc c'est très très drôle. Et voilà, et donc j'ai voulu interpréter cette version de Take Me to Church de Hozier avec un ami pianiste qui m'a accompagnée, et donc j'ai eu 3 coachs qui se sont retournés, dont Florent Pagny, que j'appréciais énormément, et donc j'ai intégré son équipe. Et voilà, on a fait cette aventure. J'ai fait 2 étapes. C'était très très intéressant. Ça m'a permis de rencontrer, de solliciter quelques personnes ensuite. Je rêvais notamment de contacter Rick Allison, qui a donc composé la chanson France pour le 14 juillet. Et voilà un petit peu les liens que ça a connectés. Ça doit être un moment de pression quand même, lorsqu'on est face à ces fauteuils. Oui, c'est vrai que c'est pas mal de pression. C'est surtout que on dort pas beaucoup la veille parce qu'on est stressé. On doit arriver très tôt sur le plateau. On ne sait pas à quel moment on va passer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance le jour où je suis passée parce que la veille, j'ai un ami qui était passé. Il y a eu un problème technique. Au lieu de passer, alors moi déjà, je suis passée je crois que j'étais passée vers 21h. Et j'étais là depuis 8h du matin. J'ai un ami qui était là depuis 8h du matin la veille et il est passé à 3h du matin parce qu'il y a eu un problème technique. Donc, quand on est chanteur, qu'on était stressé, qu'on n'a pas forcément bien dormi la veille, c'est très stressant. Après, on a l'adrénaline qui nous porte, certes, mais ouais, ça met pas mal de pression parce qu'on n'a pas envie de se rater. Donc, voilà, ouais. Votre entourage était présent? Oui, j'ai eu ma mère, ma grand-mère, mon meilleur ami et l'un de mes très très bons amis qui est également ambassadeur de mon association. Ils vous ont toujours soutenu dans vos choix, pour ce choix de vie artistique? Ma mère m'a toujours soutenue. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à ma mère, parce que mon père n'était pas forcément adepte du métier d'artiste. Ma mère m'a vraiment soutenue en partant du principe que si je voulais vraiment faire ça, qu'il allait que je travaille dur. Elle y croyait, elle partait du principe qu'en effet, si je me formais, qu'il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, peu importe à quelle échelle, mais c'est vrai qu'on est toujours parti du principe dans ma famille que si on travaillait, on se formait, on était assidus, qu'il y aurait une réussite quelle qu'elle soit. Enfin, je pense qu'il y a aussi une grande part de pensée positive aussi, c'est très important. Vous disiez tout à l'heure que le talent était important, certes, mais tout ça, ça se travaille. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui viennent me voir, qui me disent mais comment vous faites pour chanter comme ça? Moi, je chante totalement faux. Mais je dis oui, mais ça se travaille. Si vous m'entendiez chanter quand j'avais 11 ans, vous avez envie de pleurer. Je vous assure, c'est très très moche. Mais certes, on a une base, mais vraiment, encore une fois, c'est possible de travailler, d'avancer. C'est comme quelqu'un qui commence la course à pied. Au début, on va forcément courir très lentement. Et plus on va s'entraîner tous les jours, plus on va aller vite. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé la course à pied quand j'étais sur Notre-Dame de Paris. Je m'y suis mise très régulièrement. Et 2 ans après, j'ai couru un marathon. Donc vous voyez, tout est une question aussi de volonté, de travail et de persuasion personnelle aussi, je pense. Ce soir a lieu à Liverpool l'Eurovision. La France est représentée par la Zara. C'est une aventure à laquelle vous avez participé.
Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Alors cette année-là, j'ai pas regretté de ne pas avoir été prise. Quand j'avais 18 ans, j'ai donc été sélectionnée pour représenter Paris-Île-de-France à l'Eurovision. J'ai fait partie d'une émission qui s'appelait Et si c'était vous? C'était sur France 3 à l'époque. C'était une très jolie émission. Et on était tous représentants de nos régions. Et ensuite, à la fin, j'étais dans les 10 finalistes pour qui représenterait l'Eurovision. Cette année-là, c'est une jeune femme qui s'appelle Virginie Pouchin qui avait été prise, qui est d'une région pas trop loin d'ici, il me semble. Et c'était une chanson qui avait été composée par Corneille. Alors voilà, j'avais pas été prise et c'est vraiment pas grave, mais c'était une très très belle expérience, très belle aventure. J'avais eu le plaisir de chanter devant Monsieur Charles Aznavour, comme je le citais hier. Lara Fabian, que j'adore, Natacha Saint-Pierre, avec qui j'ai travaillé plus tard d'ailleurs dans Le Magicien d'Oz, et Gage, l'agent de Corneille. Et voilà, j'en garde un merveilleux souvenir parce qu'à 18 ans, pouvoir faire ça, c'était incroyable. Et j'ai été sélectionnée avec la chanson New York, New York, que j'ai interprétée hier au concert notamment. Et l'aventure post-moderne Jukebox. Vous êtes devenue la guest au sein des tournées françaises de ce groupe américain. Comment on devient la guest de Postmodern? Alors pareil, ça rejoint ma philosophie par rapport au travail. Postmodern Jukebox, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur Internet. C'est un groupe américain, c'est un jeune homme qui s'appelle Scott Bradley, qui a monté cet orchestre tout seul à la base de son piano d'étudiant aux États-Unis, où il s'est amusé en fait à changer, par exemple, je vous dis n'importe quoi, une chanson comme La Bohème, qu'il a remanié version country, voilà. Et il a fait ça avec plein de chansons en passant à travers les époques. Il a diffusé cette vidéo sur YouTube. La vidéo a été virale, comme on dit. Il a continué à faire des covers, donc des reprises de morceaux actuels totalement changés dans des versions, des styles musicaux différents. Et il s'est dit, je vais intégrer des chanteurs. Donc il a commencé à intégrer des chanteurs, sauf que ça a tellement plu que les vidéos sont devenues très régulières. Il a fait des milliards de vues jusqu'à lancer une vidéo qui s'appelait Creep, qui a été chantée par une chanteuse qui s'appelle Hayley Reinhardt. Et moi, j'aimais vraiment ce qu'il faisait. Et puis, je voyais plein de chanteurs. Certes, ils sont américains. Et puis un jour, je vous assure, c'est passé comme ça, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Je me suis dit, pourquoi pas moi? Au pire, on me dit non. Et donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé toutes les adresses e-mail reliées à Postmodern Jukebox. Et j'ai envoyé à ces 7 adresses, j'ai envoyé un mail tous les jours jusqu'à ce qu'on me réponde. On m'a répondu au bout de 3 jours, donc c'était assez rapide. Et j'ai rencontré le directeur musical 1 an après, parce qu'il fallait qu'il vienne en France en l'occurrence, et on s'est raté à deux occasions parce que j'étais en tournée. On s'est rencontrés, on a fait une jam donc dans un bar de jazz un soir. On a sympathisé. 3 mois plus tard, venait à Paris Scott Bradley, le fondateur, pour un concert. Et là, très drôle, on se rencontre donc à son hôtel, au salon pour prendre un café. On commence à discuter et la connexion ne passe pas. Ça, vous savez, des fois, comme ça, bon, bah, ça marche pas forcément. Et au bout de 5 minutes, il dit bon, c'était super de vous rencontrer, à bientôt. Et là, il va pour se lever. Et là, je me dis merde, il faut que je fasse un truc. Et je fais une blague et il rigole. Et on a discuté pendant 1h30. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, on discute. Le soir même, j'allais voir le concert. Et le lendemain, il refaisait une date. À l'époque, c'était à l'Olympia. Et c'était l'année de la mort de Johnny. Et il y avait, justement, au sein des chanteuses, cette année-là, la chanteuse Hayley Reinhardt, qui a fait les milliards de vues. Et Scott m'appelle à 00h30, il m'envoie un message, il me dit « Candice, est-ce que ça te dirait de venir demain chanter avec nous à l'Olympia ?» 00h30, le concert demain à l'Olympia. Je venais juste de le voir, le concert. Oui, mais qu'est-ce que je chante? Il dit, je sais pas, tu peux pas faire un truc en français qui je sais pas, qui fonctionnerait avec l'un de nos titres? Et là, je me dis, attends. Hayley, elle chante une chanson qui s'appelle House of the Rising Sun, qui est une reprise de Johnny qui s'appelle Les Portes du Pénitencier. Je me dis, je vais leur proposer un duo. Donc, je monte un duo, j'écris un duo en français et en anglais. Je l'envoie à Scott, il me dit « Ah ouais, c'est une bonne idée ». Hayley demande à écouter ma voix pour valider si elle veut bien chanter avec moi. Elle dit « Pas de problème » et je me retrouve le lendemain à 14h à faire des balances à l'Olympia, à chanter avec Hayley et le soir même à chanter à l'Olympia avec Postmodern. Et ils m'ont ensuite proposé de venir sur toutes leurs dates françaises. Et du coup, je suis guest depuis 5 ans. Voilà. Merci.
Vous avez écouté votre intuition? Vous écoutez souvent votre intuition? Je sais pas si j'écoute toujours mon intuition. Je me dis que souvent la première impression est la bonne, mais je me laisse, je donne toujours une deuxième chance, ou en tout cas je prends du recul et je me dis que je peux m'être trompée. Maintenant, je me dis que si je veux vraiment quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir de la manière la plus équilibrée qui soit, entre guillemets, la plus honnête. Et en tout cas, il faut. En fait, ce qui est important, je crois, c'est de croire en ses rêves et de tout faire pour essayer de les réaliser. Surtout dans le domaine artistique, peut-être encore plus que dans d'autres métiers. Je ne sais pas. C'est peut-être idiot ce que je dis, mais c'est vrai que dans le milieu artistique, on a vraiment besoin de rêver. On essaie de faire rêver les gens, en l'occurrence, mais nous aussi, on a besoin de rêver pour aussi nourrir nos envies, nos projets, notre futur. Et c'est vrai que voilà, quand j'ai des envies et des projets futurs, j'essaie d'y croire vraiment fort. Et je vous assure que cette histoire de pensée positive, ça marche beaucoup. Je vais juste faire un petit lien parce que je pense que c'est important d'associer l'humain. Notamment pour le 14 juillet, je pense que vous imaginez à quel point je pouvais être stressée. Ça a été une préparation pas possible. Et j'avais à une époque de ma vie des moments où vraiment je stressais extrêmement fort, extrêmement vite, au point d'en faire des malaises. Et j'avais vu une sophrologue quelques années avant qui m'avait donné quelques exercices et on avait beaucoup travaillé sur cette histoire de pensée positive. Et je vous assure, avant de rentrer sur scène, notamment ce 14 juillet, on reparlera après, je me suis dit, mais ça va être génial, mais ça va être super. Mais je vous assure, vous auriez rigolé, vous m'auriez vu backstage juste avant d'aller chanter, j'étais là en train de faire les 100 freins, en train de dire, mais ça va être trop bien, ça va être génial. Et j'étais avec le mec de la sécurité ou n'importe qui, je lui disais, hein, c'est vrai, ça va être bien, non? Et c'était mort de rire. Mais je vous assure, c'est vrai, je crois que c'est un peu comme pour tout. C'est pour ça, pour les rêves, il faut y croire. Et je pense que vraiment, plus on ouvre son cœur et son esprit à tout ça, plus on les touche du doigt, en tout cas, nos rêves, au minimum. Voilà. Et ça nous motive au quotidien. Merci. Alors, racontez-nous. Vous travaillez avec l'Orchestre des sapeurs-pompiers de Paris sous la direction du sergent-chef Julien Voisin. Depuis le début de l'année 2018, vous êtes leur chanteuse officielle. Tout à fait. Je suis extrêmement fière, vraiment très très fière d'être leur chanteuse. C'est parti d'une rencontre. Alors je vais faire le lien comme ça. En fait, je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle Audition Solidarité. Voilà, on vient en aide aux personnes qui sont en déficience auditive dans le monde entier, en France, partout. On récupère des appareils auditifs usagés qu'on remet à neuf et on s'en sert pour appareiller les gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et on va partout dans le monde comme ça. J'ai notamment, je suis partie au Vietnam 10 jours faire une mission humanitaire pour appareiller des enfants dans une église, enfin dans une école associée à une église. On a appareillé 130 enfants en une semaine. Et à l'époque, on a fait en fait une séance. On m'appelle un beau matin. Vous voyez comme quoi alors. Les fondatrices de cette association disent il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et un beau matin, j'ai mon ami Alain de Campos qui m'appelle et qui me dit on fait une séance de prévention pour l'Orchestre des pompiers, est-ce que tu es dispo? Enfile un t-shirt et viens. Donc je viens, j'assiste à cette séance de prévention, je rencontre l'orchestre, donc ce qui est super sympa. On fait la séance et voilà, on reste en contact, mais vraiment de loin avec le chef d'orchestre. Et puis il m'appelle un an plus tard et il me dit voilà Candice, je vous appelle, je ne sais pas si vous êtes disponible. Il m'appelle, il faut savoir que le jour même, je faisais une télé avec un présentateur que vous connaissez certainement qui s'appelle Alex Jaffray. On faisait une émission pour, ça s'appelle Tout le monde joue avec la musique ou quelque chose comme ça. Et il m'appelle, il me dit je suis désolée de vous déranger, est-ce que vous seriez disponible demain? On a un sapeur-pompier qui est mort au feu, on aimerait enregistrer une vidéo, est-ce que vous seriez disponible? Alors oui, je suis disponible, mais quelle chanson, quoi, comment? Je rentre dans la nuit, donc il m'a tout envoyé, j'ai appris la chanson dans la nuit. Le lendemain, j'allais à la cathédrale, je ne sais plus où, dans Paris, on a tourné cette vidéo qu'on a diffusée ensuite sur YouTube. Évidemment de manière gracieuse, etc. Enfin, pour moi, c'était une évidence, ça partait d'un partage. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'il m'a recontacté un petit peu plus tard pour des concerts et le lien s'est fait très naturellement. Et la collaboration a continué pendant beaucoup de temps. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, donc, pour le 14 juillet, si vous voulez que je continue là-dessus, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, Julien m'a donc dit
que les sapeurs-pompiers étaient à l'honneur cette année pour clore le défilé du 14 juillet. Et donc, certes, je fais partie de l'orchestre, mais moi, à aucun moment, enfin, on connaît tous les défilés du 14 juillet, je me suis dit, bon. Il me dit, écoute, j'aimerais bien te proposer au sein de ce tableau. Donc, il propose le tableau, il monte un dossier qui est présenté au gouverneur militaire de Paris, qui ensuite est présenté au président, etc. Bon. Et je m'en souviens parfaitement, vous vous doutez, il propose ce programme il me semble, en octobre 2021. En octobre 2021. Et en février 2022, il m'appelle un petit peu plus tard et puis il me dit « Bon, bah, le dossier est passé, maintenant j'aimerais leur proposer d'autres choses, une chanson originale, un tableau, etc. » Ok. Ça plaît. Et le 22 février 2022, à 18h22, je vous promets, il m'a appelé. L'appel a d'ailleurs duré, il me semble, 22 minutes. Je vous promets que c'est vrai, j'ai gardé des captures d'écran. Il m'appelle, j'étais dans ma voiture, je rentrais des Folies Grusses à Paris. Et il me dit, Candice, c'est bon, c'est validé, tu vas chanter avec nous le 14 juillet. J'ai hurlé dans ma voiture. J'ai hurlé, j'ai pleuré, je me suis dit, c'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Et ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. Ma grand-mère regarde tous les défilés depuis que ça existe. Et je me suis dit, elle va me voir. Elle va me voir dans sa télé ce jour-là, parce que ma grand-mère, le 14 juillet, il ne faut pas la déranger. Il n'y a personne qui sonne à la porte, il n'y a personne qui l'appelle. Et mon grand-père était commandeur de la Légion d'honneur. Il est malheureusement décédé, mais je pense qu'il a dû m'entendre voilà, là où il est. Et c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Et donc du coup, j'étais super fière. Et s'en sont suivies justement des étapes de validation du gouverneur militaire de Paris, du président, etc. Julien me dit, j'aimerais leur proposer une chanson originale, mais je ne sais pas qui contacter. Et moi, j'ai tout de suite pensé à Rick Allison, cette personne dont je vous ai parlé, qui est celui qui a composé tous les grands tubes de Lara Fabian, que j'ai contacté à la sortie de The Voice en lui disant, j'aimerais travailler avec vous. Il m'avait tout de suite répondu. Et à chaque fois que je faisais des voix chez lui pour des projets, je tombais toujours sur des textes d'un monsieur qui s'appelle Thierry Sforza. Et ce qu'il écrit est magnifique. Et je me suis dit, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu tous ces textes. Et je veux cette personne-là. Donc j'ai appelé Rick, j'ai appelé Thierry. Et je leur ai dit, voilà, il y a tel projet, est-ce que vous seriez partant? Ils m'ont évidemment dit oui tout de suite. Et on a commencé donc à travailler là-dessus. On a enregistré France au mois d'avril. Au mois de mai, la chanson a été proposée au président. Enfin, le texte a été envoyé, parce qu'à la base, ça devait être une surprise, mais ça ne peut pas être une totale surprise. Il y a eu à peu près 11 étapes de validation avec des petits changements de texte, etc. Moi, mon profil est scruté en long, en large et dans tous les sens, évidemment. Et tout a été validé. Et donc, voilà, on nous dit, c'est bon, vous allez faire un tableau de 13 minutes avec le début du chant des partisans, avec une petite partie Joséphine Baker, Belmondo pour les hommages. Ensuite, vous chanterez la chanson France. À la base, je devais chanter 1 minute 30 de la chanson. Et en fait, le gouverneur militaire de Paris, toutes les équipes ont tellement aimé, ils ont dit non, elle va chanter les 3 minutes 30, ce qui est incroyable, suivi de la Marseillaise. Et on m'a souvent demandé, mais comment est-ce que tu n'as pas pu être dans un état de stress pas possible ce jour-là? Et bien pourquoi? Parce que ça va faire 6 ans que je travaille avec les sapeurs-pompiers, que ce sont des gens formidables, que j'ai appris déjà depuis plusieurs années à découvrir des militaires incroyables, certes associés à la musique, mais surtout avec un cœur immense et surtout avec un sérieux et un professionnel exemplaire. Et je vous assure qu'en tant qu'artiste, c'est très très agréable de travailler dans ces conditions-là, parce que c'est pas toujours le cas. Pas que les gens ne sont pas sérieux, mais il y a un côté moins militaire, certes. Et quand je me suis retrouvée là, le 14 juillet, eh ben, en fait, on ne faisait qu'un. J'étais pas toute seule. À aucun moment, j'ai eu l'impression de chanter toute seule. Pour moi, je chantais avec l'orchestre que je connaissais, avec mon chef d'orchestre. On s'est regardé tout de suite. Et en fait, j'étais très stressée avant de monter. Et j'ai posé un pied sur la petite margelle. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, le président s'est retourné et m'a fait comme ça. Je l'avais rencontré la veille à la Garden Party, enfin, Garden Party qui n'est pas plus une Garden Party du tout, c'est une présentation au ministère des Armées en l'occurrence. Et il m'avait salué très gentiment.
Et c'était le hasard parce qu'il ne savait pas que j'allais arriver à ce moment-là, en l'occurrence. Et à ce moment-là, en fait, on s'en fiche des partis politiques. Moi, à ce moment-là, je m'en fiche de savoir qui l'aime pas. C'est une fête nationale et je chante pour mon pays, dont je suis extrêmement fière. Et il m'a regardé, il m'a salué. Moi, j'ai cherché le regard de mon chef d'orchestre, de mes 2 chefs d'orchestre d'ailleurs. Pourquoi? Parce que mon chef d'orchestre des Folies Grusses, qui s'appelle Sylvain Roland, est notre guitariste au sein des sapeurs-pompiers. Et je l'ai tout de suite regardé, j'ai regardé Julien Voisin, et ça y est, et tout à coup mon stress s'est annulé. Et c'est totalement fou, parce que je tiens quand même à rappeler ce que le gouverneur militaire de Paris m'a rappelé peut-être 5 fois au cours de la conférence de presse. Oui, alors je ne veux pas vous mettre la pression, hein, Madame Parise, mais 14 millions de téléspectateurs quand même, hein. Et puis la tribune présidentielle, et puis oui, je pense que j'ai compris, monsieur, je pense que j'ai compris. Et en fait, à ce moment-là, on arrive, j'ai commencé à chanter, j'ai regardé les caméras une fois, puis je les ai plus jamais regardées parce que je me suis dit, attends, dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, dans ton métier, tu chantes pour un public, tu chantes pour les gens qui sont là devant toi, peu importe qui ils sont, tu chantes pour leur transmettre du bonheur un jour de fête nationale avec des paroles dont tu es fier, parce que tu es fier d'être là, parce qu'on t'a choisi. Et en fait, à chaque instant, j'ai profité de chaque instant, j'ai eu la chance de profiter de chaque instant. Et le seul moment où je ne chantais pas, j'ai cherché ma grand-mère dans le public. Et j'étais extrêmement fière de me dire, ma grand-mère a 92 ans, elle est là aujourd'hui dans la tribune présidentielle. Et elle me regarde, alors qu'elle a toujours été derrière sa télé. Voilà. Merci. Nous vous avons regardé, émus ce jour-là, c'était superbe. Merci beaucoup. Merci. On va revenir au théâtre. Vous avez fait du théâtre avec Franck Buiraud. Oui, tout à fait. Vous avez écrit la pièce musicale Seconde Chante. Oui, c'est ça. Alors Franck, c'est une histoire très touchante, Franck, parce qu'on était au collège ensemble. On ne s'est pas vus pendant des années, mais on se suivait tous les deux parce que voilà, on était très fans des parcours l'un de l'autre et on s'est toujours soutenus. Et il m'appelle, donc cette année-là, c'était il y a 3 ans, c'est ça, je ne sais plus en quelle année, ouais. Il m'appelle un beau matin, il me dit « Candice, je t'ai écrit une pièce, je voulais savoir si ça t'intéresserait de la jouer. » D'accord, Franck, c'est super sympa, donc je te l'envoie et puis tu me dis. Et donc voilà, je me retrouve à lire la pièce, à l'apprécier, ce qui est très très drôle parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment liées à mon parcours par rapport à l'Asie. Il n'en avait aucune idée sur ces liens précis. Et je me suis retrouvée à jouer au théâtre pendant 6 mois. Donc je jouais entre guillemets mon propre rôle avec une histoire différente. Et j'ai joué donc au théâtre pendant 6 mois à sa pièce qui s'appelait Seconde Chance. C'est un formidable auteur qui écrit beaucoup de très très belles pièces partout en France. Donc je vous invite à regarder ce qu'il fait, Franck Buiraud. Il a sorti des livres aussi récemment. Je crois qu'il en est à son 3e. Voilà, Franck Buiraud. Qu'est-ce que ça vous a apporté de revenir ou de venir au théâtre ? C'est une expérience qui me plaît beaucoup. Là notamment dans la création des 50 ans des Folies Grusses qu'on fera à la rentrée, dont le livret a été écrit et composé par mon meilleur ami, il se trouve, qui s'appelle Grégory Garel. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de dialogues, et c'est vraiment super, parce qu'il y a une toute autre connexion avec l'autre. Donc là, en l'occurrence, on aura un autre comédien. Il y aura également Stéphane qui sera dans l'échange. Mais c'est vrai que ça crée autre chose parce que le chant, c'est une chose, ça vous délivre certaines émotions, mais la parole aussi, parce qu'on peut aussi s'identifier dans certains dialogues, certaines paroles, certains monologues. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus tard, d'avoir un côté plus acting. Voilà. Vous venez d'évoquer les Folies Grusses. Donc c'était ma dernière question. Comment avez-vous démarré l'aventure Folies Grusses ? Alors les Folies Grusses, donc moi je monte à cheval depuis que je suis petite et c'était mon rêve d'intégrer un spectacle équestre, chose que j'étais censée faire dans une autre production il y a quelques années. Et puis la chanteuse qui devait partir n'est jamais partie, donc je n'ai jamais pu intégrer cette production. Et puis un jour, je discute avec un monsieur qui s'appelle Jamel Temal, qui s'occupe d'une société qui s'appelle l'Événement Spectacle, qui promeut des spectacles pour des CE, des comités d'entreprise, etc. Et il vient me voir à un showcase et il me dit mais Candice, c'est quoi ton rêve ? Je lui dis un rêve que j'aimerais vraiment réaliser, c'est d'être dans un spectacle équestre dans lequel je chanterais. Et il me dit je crois que les Grusses cherchent. Bon, d'accord, ok. Il appelle, tenez-vous bien, ils avaient trouvé une chanteuse 3 jours avant. La poisse totale. Bon, j'envoie quand même mon dossier.
Firmin Grus garde le dossier et il me rappelle 1 an plus tard, 3 semaines avant le début des répétitions, il n'aurait pas pu y penser plus tôt. Je lui dis, bah, écoutez, il me dit, voilà, eh ben, on avait gardé votre dossier, est-ce que vous seriez intéressé? Alors oui, mais alors là, je pars en vacances demain matin, quand commencent les répétitions? Bah, les répétitions commencent dans 1 semaine. Ah bah c'est parfait, donc bah, je rentre dans 1 semaine. Et ça s'est fait comme ça. Et on ne s'est plus jamais quitté depuis, parce que voilà, ça va faire depuis 2019, donc ça va faire 4 ans. Ouais. Et donc là, on enchaîne sur un nouveau spectacle cet été, pour ceux qui seront là. Moi, je ne serai pas là toute la saison cet été, mais je serai là. Et ensuite, on enchaîne sur la création des 50 ans à la rentrée à Paris, qui va être vraiment un merveilleux spectacle, si vous avez l'occasion de venir en week-end également à Paris. Sinon, ce sera ici l'année prochaine, enfin en 2024, voilà. Et ça va être une merveilleuse création sur l'histoire de la famille, avec que des chansons originales, des textes originaux. Donc je vous invite à le découvrir également. Cet été, ce sera plus porté sur des musiques pop, avec plein de nouveaux numéros également. Et il y aura aussi également un chanteur qui s'appelle Nuno Rezende, que vous avez pu découvrir en comédie musicale notamment. J'aurai également ma meilleure amie qui me remplacera quelques semaines, qui s'appelle Corentine Collier, que vous avez pu voir dans la comédie musicale Résiste notamment. Nuno, vous avez pu le voir dans Mozart, dans Adam et Ève, dans tout plein de choses. Donc il va y avoir de jolies voix. Et puis bien sûr la famille Grus. Et puis avec tout ce contexte très agréable, avec le pré-show en extérieur, la restauration, la mise en valeur des costumes, des numéros. Et puis surtout vous, la présence du public qui venait toujours plus nombreux chaque année, qui nous a apporté vraiment tellement de plaisir. Si vous savez, votre enthousiasme ici à Béziers est incroyable. On est vraiment toujours ravis d'être avec vous. On est très souvent complet au mois d'août. Il y a toujours cette vibrance, un accueil du public qui est incroyable. Donc, moi, j'espère que j'aurai le plaisir de vous voir cet été. Dès le 8 juillet. Tout à fait. Le 8 juillet, moi, j'arriverai le 23 ou le 24 à peu près. Et puis, je partirai aussi une petite semaine en août. Mais je serai là 4 semaines. Voilà. Des projets? Oui, je suis en préparation d'un EP. Donc pour ceux qui ne savent pas, un EP, c'est la moitié d'un CD total, c'est un 6 titres. Alors je ne sais pas encore si je les sortirai tous ensemble ou ponctuellement. Je vais bientôt sortir une chanson qui s'appelle Les droits des femmes. J'aime bien les textes engagés, comme vous avez pu le comprendre. Puis des choses un petit peu plus personnelles. J'ai eu la chance de collaborer avec de merveilleux auteurs-compositeurs comme Gilbert Montagnier, comme Jean-Félix Lalanne, Jacques Veneroso qui a notamment composé le titre Sous le vent de Céline Dion et Garou par exemple. Voilà, de très très beaux artistes avec Thierry Sforza aux paroles qui m'accompagne depuis ce titre du 14 juillet et que j'aime de tout mon cœur, avec qui on est en vraie connexion et qui sait tout à fait coucher sur le papier ce que je ressens et ce que je pense. Donc voilà, ce seront les prochains titres à venir. On avance dans ce sens. Je vous remercie. Merci à vous. Pour ce moment de partage. Merci beaucoup Isabelle.